Bonjour et bienvenue sur Impact Podcast, le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes pour nous parler de leur expérience, de leur chemin de vie et partager avec nous quelques tips. J'arrive pas là. Adi Fajra 12, ça fait Radin, Inch'Allah. Répète. Ouais, salut. Yann. Coupé. Wazani Sod. Ben ça y est, je vais y arriver. Pas abouti de Plein de problèmes, madame. Entrepreneur sans filtre, authentique, généreux par ses conseils et son partage. Ceux qui ne connaissent pas son histoire connaissent son sourire. Hamza Aboul Fath, merci d'accepter d'être notre invité pour le premier épisode de Impact Podcast, le podcast inspirant by You Founders. Merci à vous. Merci. Alors Hamza, tu as créé ta première entreprise quand tu avais 17 ans. Tu as beaucoup travaillé, jour et nuit. Tu représentes le feu et la volonté, disons, de la réussite. En tout cas, c'est l'image que tu donnes auprès des entrepreneurs avec qui on a échangé par rapport à toi. Et puis, sur ta bio, tu dis que je suis autant passionnée par les affaires qu'un artiste qui est passionné par la créativité. Et j'ai trouvé que c'était une très belle intro pour commencer et donner du sens à ce que tu fais. Écoute, déjà, je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as eu ça? Je me rappelle vraiment pas. Sur le site web, voilà, justement. Quel site web? Mon site web. Hamza Aboul Fath. Écoute, j'ai certes un parcours que les gens décrivent d'inhabituel, mais pour ma part, je trouve que c'est plutôt normal. Je trouve que c'est normal, vraiment, vraiment. À chaque fois, j'ai tout un débat avec ma femme, pour le coup, qui me dit « Ouais, mais toi, tu n'es pas une… Qu'est-ce qu'il y a de différent en moi? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire de différent? Ou là, qu'est-ce que j'ai de bien spécial par rapport aux autres ?» Et du coup, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par conviction, surtout. Parce qu'avant, il n'y avait que de la conviction. Il n'y avait ni réussite, ni rien du tout. Il y avait de la conviction. Il y avait quand même de la foi, beaucoup de foi. Et aussi cette envie, pas de réussir autant que réussite, mais d'atteindre mes objectifs, en fait. Peu importe par quel moyen. Mais, alhamdoulilah, à chaque fois, on arrive à trouver le chemin, des fois par accident, des fois vraiment bien calculé. Mais voilà. Donc, du coup, encore une fois, je ne me considère en aucun cas comme exemple de réussite. C'est ce que les autres disent. Moi, je n'ai pas encore vraiment réussi dans… Ah, donc, on doit s'attendre encore à beaucoup de surprises. Peut-être bien. Peut-être bien, c'est ça. Peut-être bien. Mais justement, dans toutes tes interventions, tu insistes à dire non, moi, je ne suis pas le modèle. Parce que tu es en dehors de tous les codes et pourtant, tu fais du code. Hein. Encore une fois, vraiment. Sur cette partie-là de réussite, chacun au fait, définit la réussite à sa manière. OK? J'ai déjà dit ça, on peut trouver que quelqu'un se considère voilà, comme quelqu'un qui réussit, celui qui, je sais pas, il se réveille pas le matin. Ah, c'est une forme de réussite. Bah, carrément. Parce que finalement, la grasse matinée, ça veut dire que tout est déjà bon, toutes tes affaires tournent comme il faut et du coup, tu profites de ta journée et tu fais des grasses matinées. Je peux te dire que j'ai pratiquement jamais fait de grasse matinée de ma vie. Donc, c'est vraiment… Voilà. Donc, ouais, ça c'est moi. Ça, c'est moi. J'ai toujours été un lève-tôt, que ça soit en week-end, que ça soit en semaine, que ça soit… je me réveille tôt et je fais tout ce que j'ai envie de faire très, très tôt. Et le soir, j'essaie de dormir le plus tôt possible pour pouvoir me réveiller le lendemain le plus tôt possible. Okay. C'est comme ça que je vois, que je fais de toute façon, que ça soit en vacances ou vraiment en temps normal. Donc c'est ça un peu mon régime de vie, si on peut appeler ça comme ça. Maintenant, après, pour d'autres, la réussite, c'est un compte bancaire blindé. Pour d'autres, avoir une famille tranquille, nickel, sans hada. Pour d'autres, c'est la santé. Pour d'autres, chacun, il va décrire vraiment la réussite
comme lui, il souhaite. Après, comment ce que les autres décrivent, peut-être la réussite, c'est aussi cette apparence, hein, parce que finalement, c'est des apparences. C'est les apparences qui font que... des apparences peut-être visuelles, des fois même sonores, ce que les autres peuvent entendre justement de telle ou telle personne, comme quoi voilà, il a réussi ou pas. Mais après, voilà, réussite, c'est un gros mot, ok, qui rassemble quand même plein de choses, que ça soit sur le plan personnel, professionnel, et là encore, professionnel. Dans quoi exactement? Est-ce que dans un business particulier, dans un projet particulier? C'est pas binaire, voilà. Donc c'est pas oui ou non, c'est pas 0-1, c'est pas. Tu me ramènes de toutes les façons à ma prochaine question parce que quand je relis, enfin je vois ton parcours, puis moi je te connais depuis très longtemps et certainement les personnes qui nous écoutent aussi te connaissent parce que voilà. Tu es victime de ton succès, disons-le comme ça. Tu es passé du tech, que tu as encore à travers Genius, au food, à travers Food on Demand, et puis aujourd'hui à un autre projet encore plus passionnant dont on parlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui te fait triper au final en tant qu'entrepreneur, bien sûr? Écoute, alors ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'argent. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est important de le préciser parce que moi, je dis aujourd'hui, si c'était l'argent que je voulais, j'arrête d'entreprendre. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et tu aurais fait quoi? Quand je dis j'arrête d'entreprendre, donc j'arrête d'entreprendre dans de nouveaux projets. D'accord. Ma première boîte, c'est une boîte qui marche plutôt bien, avec laquelle je gagne plutôt bien ma vie aussi. Et donc, du coup, voilà, je peux juste me contenter de ça. Et voilà, j'aurai beaucoup plus de temps pour moi, j'aurai surtout beaucoup plus d'argent à dépenser. Pour le coup, qu'est-ce que je fais? Je prends justement cet argent-là que je gagne justement de ce premier business lucratif. D'accord. si on peut l'appeler comme ça encore. Et voilà, je vais investir dans des domaines pas peu probables, mais qui sont très très loin de mon parcours professionnel, que je dois, je sais pas, fournir autant d'efforts finalement pour connaître le business, comprendre comment ça marche, et surtout attendre des années, beaucoup d'années à ce que ça soit rentable ou pour avoir un retour sur investissement. Juste voilà, pour que je puisse récupérer mon investissement. Parce qu'encore une fois, la restauration, c'est un domaine qui est assez coûteux, capitalistique. Il y a du matériel à acheter, il y a de l'aménagement, ça coûte de l'argent. Comme tu as dit, la ferme pédagogique aussi, donc c'était pour moi un gouffre financier. Donc du coup, c'était beaucoup d'investissements qu'il fallait faire en peu de temps. Je sais que le retour sur investissement, il va prendre je sais pas, peut-être une dizaine d'années. Maintenant, pourquoi je fais tout ça, hein, c'est ça la question. C'est un kiff. Voilà. C'est un kiff personnel pour le coup. Donc, que ça soit pour la restauration. La restauration, moi, à la base, j'aime pas cuisiner. C'est pas que j'aime pas cuisiner, mais voilà. J'aime manger. C'est plus le fait de manger, d'aimer le fait de manger, qui s'est transformé justement en cette envie de se lancer dans la restauration. Mais une restauration bien particulière, encore une fois. Ouais, tu vas toujours aller chercher quelque chose de particulier. Exactement. En fait, après, l'idée, c'est pas juste de dupliquer ce que les autres ils font. On est d'accord, il faut toujours ajouter cette signature, justement, pour le coup, pour ma part, c'est une signature à Haïti. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans la duplication de business qui fonctionne voilà, avec un minimum
de matière grise, mais à chaque fois, j'essaie vraiment de réinventer les choses, faire les choses à ma manière, etc., changer, je sais pas, que ce soit dans le procédé, dans le process. Vraiment, il y a pas mal de types d'innovation, si on peut appeler le mot, ça exactement ça. Comme ça. Donc, voilà, encore une fois, vraiment, je fais ça par plaisir. C'est important. Du plaisir dans ce qu'on fait, parce que sinon, au bout d'un moment, on ne pourra pas. Hein, on arrêtera de faire cela, c'est ça? Exact. Alors, maintenant, avec un peu de recul, est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais faire ou que tu aurais aimé faire autrement? Ah, pas du tout. Je fais déjà ce que je veux. Donc à chaque fois, tu changes. Tout à l'heure, on discutait. Je fais ce que je veux. Tout à l'heure, on discutait justement des différences entre les 3 domaines dans lesquels tu es qui font de gros gaps. Et tu disais qu'un manager qui arrivait à manager une entreprise dans tel domaine était dans la capacité aussi de gérer une entreprise dans un autre domaine, même si c'est complètement différent. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc maintenant qu'on est avec les personnes qui nous écoutent, j'aimerais beaucoup que tu puisses encore leur redire ce que tu en penses par rapport à ça. Je vais te dire autre chose. Moi, j'ai un ami, Youssef Mohamed, que je respecte beaucoup, qui est mon associé à FOD, qui a cru en l'idée, il a investi de l'argent sur ce projet. Alors lui, il est dans un secteur complètement différent, de l'agriculture, pas dans l'agriculture, la fourniture de matériel pour tout ce qui est goutte à goutte. Donc c'est le boss de la CMGP, donc c'est une des plus grosses boîtes au Maroc, en tout cas sur ce secteur-là, qui m'avait dit une chose, en fait. Il m'a dit, l'effort que tu vas fournir pour faire un petit truc, c'est exactement le même effort que tu vas fournir pour faire un gros truc. Et j'étais là en train de dire, finalement, il a raison. Parce qu'en fait, quand tu vas travailler... Faisant un grand truc. Quand tu vas travailler 10 heures par jour, finalement, sur une toute petite idée en train de te prendre la tête, c'est le même effort que tu vas mettre pour faire un aussi grand truc. Et ça rejoint aussi ce que j'ai dit par rapport à... Rappelle-moi, c'était quoi le sujet? C'était les gaps, on parlait de l'humain, mais on parlait aussi de manager tout ce qui était... Voilà, effectivement. Donc, sur cette partie-là de management, justement, c'est du management, en fait. Parce que chaque business, alors il y a le cœur du business, certes, et il y a la façon avec laquelle telle ou telle entreprise opère, en fait. Des fois, ça peut être juste... sur la partie service client, qualité de service, satisfaction client, 2 boîtes identiques, une boîte qui excelle dans son domaine et qui prospère et continue à grandir, et une autre boîte qui est exactement dans le même business, peut-être avec plus de clients, mais finalement, tu sens que ça ne va pas. C'est pas la même chose. Tout est une question de management. De management et de process. Je sais pas, aujourd'hui, dans une clinique, ils font quoi? C'est de la santé, en fait. Donc, mais une clinique, il y a moyen d'offrir quand même un minimum d'expérience, hein, finalement, parce que tu vas à l'hôpital ou en clinique, c'est pas éternel, en tout cas, je l'espère pour vous. Non. Et donc, du coup, tu as envie quand même que cette expérience-là se passe de la meilleure façon. Ouais. Il y a des cliniques aujourd'hui qui essaient quand même de faire en sorte d'offrir, même si c'est la santé, c'est critique, etc. Mais des fois, juste des petits gestes, ils font que justement cette expérience-là, elle soit plutôt positive. Au moins, c'est un truc en moins. Oui, c'est vrai qu'ils s'intéressent de plus en plus à l'expérience client. Donc, pour ma part, je pense que le management, la façon de gérer une boîte, peu importe le domaine, hein, vraiment, peu importe le domaine, c'est n'importe quel manager aujourd'hui, tu le mets dans une boîte qui comprend que dalle. Au bout d'un moment, là, déjà la première chose, il va s'intéresser au cœur du métier. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre raison d'être?
et il va essayer de voir comment il peut améliorer justement cette expérience-là, que ça soit pour les clients, que ça soit pour les collaborateurs, que ça soit pour, je sais pas, peu importe les parties prenantes, justement, les gens qui sont impliqués dans dans tout ce circuit-là. Ouais. Comment on fait pour fluidifier les choses, simplifier les trucs. Voilà, le management reste quand même le truc qui fait qu'une boîte, finalement, elle va fonctionner ou pas. Ouais. Alors, je reste quand même un peu sur le management parce que, bon, tu as été entrepreneur, tu l'es toujours, tu as été manager, tu l'es toujours, et donc, du coup, tu as commencé seul, après, tu as une équipe, et qu'est-ce qu'aujourd'hui, bon, je vais pas dire inspirant, parce que c'est peut-être pas un mot que toi, tu aimerais porter, mais ça, c'est juste en humilité, parce que finalement, tu es très inspirant. Alors, authentique, plutôt. Un management authentique. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire passer comme message à des jeunes qui sont aujourd'hui peut-être seuls, qui seront amenés à grandir, qui seront amenés à avoir des équipes, amenés à avoir beaucoup de clients, et puis à grandir, au fait, et à faire grandir leur entreprise? Alors, en fait, à mon sens, il ne faut pas avoir des préjugés. Ouais. En fait, il faut pas être formaté de façon à ce qu'on applique tel ou tel style de management. Ok. Le plus important, c'est que voilà, il faut que n'importe quel style que vous adoptez fonctionne et fonctionne avec le secteur d'activité où vous opérez. Donc, moi, je suis dans... Enfin, moi, c'est ma façon d'être, que ça soit au restaurant ou à la ferme ou à Genius, c'est la même personne, en fait. Donc, je ne change pas de casquette. Je réfléchis de la même façon dans les trois endroits et je discute de la même façon avec mes collaborateurs dans les 3 endroits. D'accord. Voilà, donc après, parce que sinon, on va être sur de la schizophrénie, finalement. Hein, et c'est pas possible. Au bout d'un moment, tu peux pas, à force de changer de personnage, à chaque fois, ça va être compliqué. Moi, ce que j'ai envie de transmettre comme message, c'est qu'il faut s'adapter, en fait. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut pouvoir... faut être agile. Et il faut pouvoir changer. Et plutôt, quand je dis changer, c'est juste peaufiner telle ou telle chose pour que ça fonctionne, finalement, en fait. Donc, continuer à évoluer, en gros. Exactement. Il faut vraiment être le plus agile possible et le plus... je ne sais pas comment expliquer ça. L'agilité. Tu restes dans l'agilité, la flexibilité. Il faut être le plus agile possible. L'apprentissage. Exactement. Il faut apprendre. Il faut pas appliquer ce qu'on sait. Il faut vraiment, chaque situation, finalement, il faut se réinventer et faire ce qui doit être fait pour telle ou telle problématique ou telle circonstance. Et c'est ce qui est important. Et ça, on l'enseigne pas forcément à l'école. Hein. Donc, c'est généralement des styles de management bien rodés, le style américain, le style européen, il y a aussi ton propre style que tu peux adopter, que les gens, je dis pas qu'il faudrait être, je sais pas, cool, gentil, sympa avec tes collaborateurs, avec tout le monde, avec les clients, etc. Mais il faut avoir quand même une petite forme d'intelligence qui te permettrait de bien vivre, en fait, en société. On appelle ça une société. Ouais. C'est la même chose, en fait, en société. Je sais pas, quand tu vas chez l'épicier du coin, tu adoptes un certain discours. Quand tu vas chez le médecin, tu vas adopter un certain discours. C'est la même chose en entreprise. En fait. Okay. Exactement. Alors, depuis tout à l'heure, tu parles de la ferme, mais je t'interromps parce que les gens, finalement, ne connaissent pas encore ce dernier petit bébé de Hamza Aboulfat. Donc, c'est pas la ferme, quand même. Alors, le nom commercial, c'est The Ranch. The Ranch, donc, effectivement, The Ranch, c'est
Quelle idée folle, déjà. Ouais, farfelu. C'est une petite ferme pédagogique. Petite, encore une fois, à l'humilité. Ouais, parce que c'est une toute petite ferme, hein, parce qu'il y a des fermes de 1000 hectares. On n'est pas là, donc c'est une petite ferme de un peu moins de 5 hectares. À côté de Marrakech, enfin à 10 minutes de Tahnaout. D'accord. 30-40 minutes de Marrakech. Voilà. Donc au début, ça a démarré vraiment comme n'importe quelle autre ferme personnelle. Donc, petit à petit, ça a évolué. Parce qu'encore une fois, c'est l'agilité. Au début, je voulais mettre que des oliviers. Il y avait un sérieux problème d'eau là-bas. Et donc, du coup, on n'a pas mis de l'olivier parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, on a mis du caroubier. Donc, c'est des arbres qui sont pas mal rentables aussi comparé à l'olivier, mais qui consomment beaucoup moins d'eau. Et donc, voilà, déjà là, si je viens avec le premier objectif, paf, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Et donc, du coup, j'étais obligé de pivoter, aller vers du caroubier. Je voulais à côté faire tout ce qui est élevage, etc. Donc, j'ai démarré avec l'élevage, vraiment, que ce soit des caprins, pour rester dans ovins, caprins et bovins, pour rester sur les termes techniques, même des équidés, donc du coup, chevaux, dromadaires, lamas, vraiment tout type de trucs. Et j'en ai mis vraiment beaucoup, en fait. Et quand je dis beaucoup, c'est au lieu de mettre deux pièces de chaque, j'ai dû mettre 30-40 trucs de chaque. Et au bout d'un moment, ça a coûté super cher parce que il faut bien nourrir ces bêtes-là. Ouais. Et vu qu'encore une fois, il n'y a pas d'eau, donc on ne produisait pas du tout de fourrage et d'alimentation justement pour le bétail. Il fallait tout acheter. Et quand tu achètes... ça te coûte cher. Surtout en ce moment, surtout sur les 3 dernières années. Laisse tomber. Alors, depuis 1 an, je peux te dire que le prix, par exemple, de la nourriture pour poulet, c'est passé de 3,5 dirhams à pratiquement 6 dirhams aujourd'hui. Donc, en l'espace d'1 an. Okay. C'est pratiquement le double. Okay. Et donc, pour t'adapter, tu laisses tomber le poulet ou tu fais en sorte d'avoir l'alimentation sur place? Justement, j'ai dû justement trouver des moyens comme une chambre d'hydroponie, donc qui nous a permis de créer du fourrage sur place à moindre coût. Mais tout ça, c'était pas assez suffisant. Pourquoi? Parce que encore une fois, le marché à côté, il n'était pas prêt du tout à payer le prix justement de ce que tu produisais, que ça soit le lait, il te coûte tellement cher que tu ne peux pas le vendre à moins cher que ce que ça te coûte. Pareil pour le poulet, pareil pour les moutons, pareil pour... Et donc, à un moment, j'étais en train de me dire, voilà, si je continue comme ça ne va pas du tout. Il fallait trouver un autre moyen. Et c'est là où j'ai eu justement cette idée-là de créer une petite ferme pédagogique qui... Les animaux, je les avais déjà pour le coup. Donc étant un grand passionné d'animaux, donc du coup, j'ai vraiment fait en sorte de trouver... alors, les pigeons aujourd'hui, on doit en avoir, je sais pas, plus de 200. Et sur ces 200, on a une 50aine de races différentes de pigeons. Juste les pigeons, une 50aine de races différentes. Les oiseaux, aujourd'hui, on a une 20aine de races différentes. Les lapins, une 10aine de races différentes. Les moutons, alors 4 races différentes de moutons. Alors le sardé qu'on connaît tous, le mérinos, c'est une race espagnole. L'Île-de-France, c'est une race française. Et une autre race chinoise bizarre. Tu vois le truc, tu penses que c'est une chèvre alors que c'est un mouton. D'accord. Et donc vraiment, voilà. Et pareil, pour revenir aux chèvres, 3 races différentes de chèvres, l'alpine, les sanines et la race qu'on connaît tous ici. Alors, en fait, ce qui m'impressionne, c'est le degré de détail et ta connaissance aujourd'hui dans l'agriculture et dans ce nouveau métier. Donc, en tant qu'entrepreneur, oui, on a parlé de l'apprentissage, mais tu es autodidacte sur beaucoup de choses. Je suis autodidacte. À Genius, c'était ça. Hein, donc, voilà,
bon, maintenant 20 ans d'expérience, donc ça va. Je suis toujours autodidacte. Tu as fait beaucoup de validation des acquis pour le coup. Mais une fois, je me suis lancé dans la restauration. J'étais en mode, investisseur distant. Et je voyais que ça n'allait pas. Et ça commençait à mieux aller le jour où j'ai décidé de mettre la main dans la pâte. Au vrai sens du terme, pour le coup. D'accord. Au vrai sens du terme. Donc, tu as cuisiné avec eux, littéralement. Au-delà de cuisiner avec eux, c'est aujourd'hui la recette qu'on utilise pour les pizzas, c'est ma recette. Ce qu'on utilise pour les pâtes fraîches, c'est ma recette. 90% de notre carte aujourd'hui, c'est moi qui les conçois. Tu as vraiment donné de toi. Il faut donner de soi. Il faut savoir ce que tu fais, en fait, dans n'importe. Il faut comprendre le business, sinon ça va pas. Ok. Et heureusement que j'ai appris ça sur, justement, dans la restauration, qui est quand même, c'était moins coûteux que la ferme. Le jour où je me suis lancé j'ai décidé de m'y investir personnellement. Mettre de mon temps, de mon argent et voilà, de tout pour comprendre encore une fois comment les choses, parce que j'allais pas attendre qu'à ce qu'on vienne me dire voilà comment ça fonctionne. Donc tu découvres toi-même, tu apprends sur le tas et petit à petit tu te fais ta propre expérience et ta propre. Et tu commences à apprendre. Alors tu as parlé d'investisseurs, mais au fait tu parles souvent de tu es ton propre investisseur au fait dans tous tes projets. Alors, dans le programme YouFounder, c'est le programme qui accompagne, je rappelle, qui accompagne plusieurs start-upers dans la création de leur boîte et aussi dans le développement de leur business. Et au fait, très souvent, les gens, quand ils vont venir, ils vont automatiquement penser aux investissements. Ils pensent automatiquement que c'est un facilitateur pour avoir de l'argent. Alors, déjà, c'est pas le cas. Mais puis, aussi, des fois, ils sont au tout début de leur projet. Parler d'argent est encore très loin quand ton business plan n'est pas encore prêt, quand tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux faire, etc. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces jeunes-là? Ta gueule. Alors là, au moins, c'est clair. Ça, c'était juste pour faire plus de travail pour la post-prod. Alors, il peut la garder, hein. Non, alors, pour le coup, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens qui pensent que c'est l'argent qui bloque. C'est jamais un souci d'argent, en fait. C'est jamais un souci d'argent. Parce qu'en fait, alors, déjà, on a un problème de la perception de l'argent, en fait, par rapport à tout ce qui est projet d'investissement. Ils pensent que quand ils vont lever, je ne sais pas, $1 million, ils vont mettre $1 million dans leur poche. Ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est $1 million qui va être mis sur le compte de la boîte et finalement, toi, autant que fondateur ou autant que, on va dire fondateur, entrepreneur, tu es rémunéré comme un salarié, finalement. Tu as un salaire et tu es payé aussi à la fin du mois comme tous les autres trucs. Cet argent-là, il est censé financer finalement tous les investissements de cette boîte-là pour finalement commencer à générer de l'argent pour que finalement cet argent-là elle soit, espérons pour vous, suffisamment assez pour rémunérer l'investisseur. L'investisseur déjà qui doit reprendre. Il va reprendre par quel moyen? Alors soit on laisse cet argent-là comme en compte courant et donc du coup il peut récupérer ce qu'il veut, comme ça peut toujours être une rémunération en dividende. En dividende, en action. Et là, pour le coup, ce n'est plus... Ça met beaucoup de temps pour que finalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, par rapport à ce que tu investis et par rapport au retour sur investissement, il faut du temps. Okay? Et les gens, dans leur tête, ils pensent que c'est facile de lever de l'argent, en fait. On va vendre cette image-là du rêve américain. Ouais, cette boîte-là a levé, je ne sais pas combien de millions de dollars, etc.
Alors déjà, pour le coup, il y en a ceux qui se plantent complètement. Il y en a pour qui ça réussit. Mais c'est une minorité sur un marché mondial, américain. Voilà. Ouais. Mais qui finalement a assez d'argent pour pouvoir communiquer sur ça. Donc, au Maroc, on pense comme aux États-Unis, sauf qu'on a un tout petit marché. Hein, on l'oublie souvent. On l'oublie souvent. Tu regardes le PIB marocain et le PIB des États-Unis. Non. Un côté en trillions, l'autre en milliards. On ne peut pas comparer. Et donc, du coup, malheureusement, nos jeunes, ils sont influencés par ces success stories et dans leur tête, ils pensent déjà qu'ils détiennent l'idée qui va tout révolutionner, alors qu'ils oublient qu'il y a 8 milliards d'individus sur Terre. Qui veulent tous se révolutionner, d'ailleurs. Et qui ont probablement eu tous cette idée-là, en fait. Et donc, moi, quand j'ai envie de faire un truc, je ne dis pas que je vais faire le meilleur truc ou le plus grand truc. Non, je démarre tout petit, comme je peux, avec mes propres moyens. Ouais. C'est une question de moyens. C'est une question. Si j'avais plus de moyens, oh là là, je vais faire les choses avec mes propres moyens. Mais je ne peux pas venir aujourd'hui sans moyens, sans rien, zéro. Et je vais vendre du rêve à un investisseur pour que lui, finalement, il finance. Et après, je vais avoir le culot de lui dire finalement, parce que c'est mon idée, je vais te donner que 5%. Tu vois, pour un truc qui vaut rien aujourd'hui. Hein. C'est dans ta tête où ça vaut des milliards. Hein. Je vais te donner 5% contre je ne sais quoi. Et donc, il y a malheureusement pas assez de success story pour l'instant, hein, si je peux appeler ça comme ça, dans le monde des startups marocaines, avec des chiffres vraiment bien clairs, etc. Il y a eu pas mal d'investissements de la part de quelques grands donneurs d'ordre, comme, je sais pas, alors MNF pour ne pas citer leur nom, Maroc Numeric Fund, il y a eu d'autres trucs. Aujourd'hui, tu vas voir le nombre d'investissements qu'il y a eu et les boîtes qui ont finalement réussi, entre guillemets, c'est une toute petite minorité. Ouais. Et quand je dis réussi, ça réussit peut-être en millions de dirhams, mais non pas en milliards. Ça réussit selon leur réussite. On disait tout à l'heure par rapport à... Tout est relatif. Okay. Tout est relatif. Après, là, quand je dis réussi, c'est réussi d'un point de vue pécunier. Hein, finalement, l'investisseur, il a mis tant, finalement, il a pu récupérer, je ne sais pas combien, leur mise. Ouais. Aujourd'hui, au Maroc, il n'y a pas de success story à raconter. Alors, finalement, le Maroc, est-ce que c'est un pays pour entreprendre? Je sais, toi, tu en as fait un podcast, moi, j'en fais une question. C'est sûr que j'ai fait un podcast. Est-ce que le Maroc est un pays... Je ne vais pas dire non, pour rester politiquement correct. Mais je ne vais pas dire non, parce que le même effort... Tu sais qu'aujourd'hui, moi, je pars aux États-Unis pour investir. Peut-être que je n'aurai aucune chance de faire quoi que ce soit. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit n'importe où ailleurs. Hein. Donc, les gens qui pensent que ceux qui galèrent au Maroc, ils vont ailleurs, les gens, ils vont les accueillir à bras ouverts. C'est pas le cas, en fait. C'est pas le cas. C'est encore plus difficile là-bas. Aujourd'hui, on essaie de nous vendre le rêve Dubaïot et les gens, ils vont s'exiler à Dubaï parce que c'est la terre de... Mais c'est pas évident. Tu peux pas juste venir comme ça, toi, débarquer du jour au lendemain et dire que moi, je vais créer, je sais pas, la boîte qui va encore une fois révolutionner le secteur de, je sais pas, la livraison de repas à Dubaï. Donc, chaque marché, il a ses spécificités. Il y a des trucs qui sont plus faciles à faire au Maroc.
il y a des trucs qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus difficiles à faire au Maroc. Moi, le cas du ranch, ça fait 1 mois que j'ai tout finalisé, ça fait 1 mois qu'on devait ouvrir, ben, ça fait plus d'1 mois que ça bloque à cause de foutues autorisations qui traînent pour des raisons que j'ai du mal à comprendre. N'importe quel autre gars, il va dire, ouais, bah, finalement, c'est... Ça y est, je laisse tomber. Je laisse tomber. Moi, je laisse jamais tomber. Moi, je vais rester... Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et là, pour le coup, je vais pouvoir ouvrir ce week-end comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, encore une fois, est-ce que le Maroc est le pays d'entreprendre? Il faut essayer. Il faut essayer déjà. Il faut démarrer. Et il faut surtout ne pas laisser tomber. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça marche. Ouais. Parce que si c'était aussi simple, bah, crois-moi, tout le monde... Et je veux, moi, tu sais, je veux que tout le monde devienne entrepreneur. Je ne fais jamais rien pour gratuitement. Je te dis, moi, je serai le premier gagnant si tout le monde se met à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, une fois une boîte est créée, bah, finalement, tu as besoin d'une présence sur Internet, tu as besoin d'un nom de domaine, un hébergement. Je suis là. Et je fais ça depuis une dizaine d'années. Je me rappelle avoir lancé mon tout premier podcast il y a 10 ans, en 2012. Et justement, j'encourageais les gens à faire ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Et après, ben, ils sont venus vers nous pour tous leurs besoins sur la partie hosting, etc. Juste pour te donner une petite... quelques chiffres qui vont peut-être te choquer. Mais c'est les chiffres de la scène... entre guillemets, Internet au Maroc. On a aujourd'hui un tout petit peu plus de 100 000 noms de domaine en .ma enregistrés. Okay? 100 000. 110 000, un truc comme ça. OK. Alors, je vais prendre l'exemple de France, qui n'est pas forcément le meilleur exemple, mais on connaît bien la France. Donc, je vais parler de la France. Alors, la France, ils ont franchi le cap plutôt, de 4 millions de noms de domaine en .fr enregistrés. OK. 4 millions. 4 millions. C'est 40 fois plus. Wow, OK. OK, donc, quand je te dis ça, donc ça veut dire que c'est automatiquement, si on avait la même taille, ou si on était... la même boîte en France, bah on ferait 40 millions, 40 fois plus de chiffre d'affaires. Ouais. C'est aussi parce que les gens ici au Maroc, ils vont aller plus opter pour un .com, non? Pas spécialement. Le Maroc, le .ma, il est beaucoup plus populaire que le .com au Maroc. D'accord. Encore une fois, même en France, ils ont le .com, hein, mais ça te donne une petite idée, hein, c'est juste pour pouvoir extrapoler. 40, un multiple de 40, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est choquant, en effet. C'est énorme. Ça, c'est la France. C'est maintenant, pas le meilleur exemple. Si on parle des États-Unis... En Allemagne, ils sont à 15 millions de noms de domaine en .de. D'accord. Ouais. Waouh. On est à des années, on est encore... le .com qui est populaire, le .com aujourd'hui, c'est, je pense, 150 millions de noms de domaine en .com enregistrés. On est à 100 000. Ah ouais, c'est la réalité du marché du web au Maroc. Voilà, donc, et là, pour le coup, c'est important, on est 35 millions 35 millions, 40 millions de Marocains. Ouais. En France, ils sont combien? Ils sont 60 millions, ils sont pas plus. Tu vois, donc... Ouais, mais 60 millions d'utilisateurs ou... de population. Je parle pas de... sur les 40, Maroc, sur les 40 millions, on n'est pas 40 millions d'utilisateurs. Non, mais c'est ce que je dis. Mais en France, ils sont 60 millions de population aussi en France. 60 millions, 70 millions. On dit 70 millions, nous, 35 millions, donc ils sont 2 fois plus. Et là, pour le coup, 20 fois plus
Ouais. C'est un bel exemple de... Et donc, forcément, tout ce qu'on a envie de faire, finalement, il faut le faire à la taille de ton marché, au fait. Ouais. Parce que finalement, c'est le marché qui te propulse. C'est le marché qui fait qu'aujourd'hui, nous, notre croissance, elle dépend du marché. On a fait une croissance de 20% pendant l'année du Covid parce que, justement, le citoyen, il a pris conscience d'Internet et des bienfaits d'Internet pendant cette année-là. Mm-hmm. Et pour le coup, on a fait 20% de chiffre d'affaires de plus. Maintenant, je veux pas un autre Covid, mais un Covid là, pour le coup, sans tuer personne. Mais on est encore très, très, très loin très loin du compte. On a aussi un peu été forcé à utiliser, on va dire. Ouais, mais et encore, on est très loin du compte. Ouais. Très loin du compte. Alors, si on revenait juste aux entrepreneurs, parce que tout à l'heure, tu disais, moi, ça m'arrangerait que tout le monde devienne entrepreneur. Quand on fait un tour dans les écoles, particulièrement les écoles de commerce et les business schools, au bout de la 4e, 5e année, tout le monde veut devenir entrepreneur. Tout le monde veut devenir chef de lui-même, etc. Mais finalement, il y a des qualités bien particulières. Oui et non? Alors, tout le monde peut devenir entrepreneur s'il veut devenir entrepreneur. Ok? Il n'y a pas de qualité, bien particulière qui font de toi un entrepreneur, en fait. Chaque humain, il a un certain nombre de spécificités qui lui reviennent. Voilà, de spécificités. Et du coup, c'est comme quand dans les jeux vidéo, en fait. Mm-hmm. Donc, tu vas jouer, je sais pas, Street Fighter, tu as une dizaine de joueurs ou là voilà, tu as et tu choisis. Tu choisis, tu as tes choix. Et finalement, chaque joueur, tu vas voir que, voilà, effectivement, il a ses forces, ses faiblesses, il a un coup de poing plus important que l'autre. Mais c'est le même nombre de points que tu vas distribuer tu es peut-être fort sur telle chose, comme tu peux être moins fort dans une autre chose. Et c'est la même chose pour entrepreneur ou pas entrepreneur. Maintenant, on ne se réveille pas un jour pour dire « je veux devenir entrepreneur ». C'est quelque chose je reçois le nombre de messages que je reçois dans ce sens, ils te disent « je veux devenir entrepreneur, je ne sais pas quoi faire ». Oh là là. Tu as une idée déjà. Comment tu veux que moi je te dise, je te connais même pas? Et déjà, les gens qui te posent ces questions-là, problème. On ne devient pas entrepreneur pour devenir entrepreneur. Mm-hmm. C'est quoi un entrepreneur finalement? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, ok? Et il essaye de trouver une façon de marketer et de vendre ce savoir-faire. Ok. C'est un médecin, par exemple. Un médecin, c'est un entrepreneur. Ouais. Un médecin, c'est un... Bon, même s'ils n'aiment pas quand on les appelle comme ça, mais appelons un chat un chat. Quand tu as justement on ne va pas l'appeler don, mais ce savoir, faculté, justement, cette compétence à cette pouvoir... compétence, effectivement, de soigner, je ne sais pas, les yeux. Mon père est ophtalmo, donc parlons des ophtalmologues. Tu ne vas pas soigner, tu ne vas pas ouvrir un cabinet de vétérinaire, quoi. Oui. Ouais, mais là, la vocation, elle est claire. Pour ce cas, pareil pour quelqu'un, je sais pas, un avocat justement, quand il va faire des études de droit, etc., pour qu'à un moment il va se dire, est-ce que j'ai envie d'être juriste, est-ce que j'ai envie d'être finalement avocat, il va choisir à la fin qu'est-ce qu'il va devenir, avocat. Et c'est la même chose en fait. On peut revenir vraiment à n'importe quel truc. Profession libérale. Après, maintenant, en cuisine, un chef, est-ce que... Bon, maintenant, les plus grands restaurants, c'est le chef, justement, qui va pouvoir créer son propre restaurant. Et voilà, le restaurant, il tourne, tout le restaurant tourne
sur son nom, sur sa compétence, sur ce qu'il sait faire. Et on a des chefs auto-entrepreneurs, justement, parce qu'ils se sont fait un nom et que c'est des consultants un peu partout. Certes, mais encore une fois, pour sortir des autres métiers qu'on connaît tous, finalement, qu'est-ce que tu as à offrir, en fait? C'est quoi ta valeur ajoutée? Exactement, c'est quoi ta valeur ajoutée? Comment tu veux gagner ta vie, finalement, hein, parce que c'est ça. Hein, je peux être un artiste peintre, et voilà, d'un côté, je vis ma vie d'artiste, et d'un autre côté, bah, finalement, je vis ma vie grâce à ce que je dessine. Ouais. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je me suis lancé dans Genius. Genius, mon objectif, c'était pas de devenir entrepreneur. Loin de là. Je te promets, j'ignorais ce que ce terme-là voulait dire, entrepreneur, à l'âge de 17 ans. Pour moi, entrepreneur, et pour tout le monde à l'époque, entrepreneur, c'est avec le benay. Voilà, exact. C'était les gens qui travaillent dans le BTP, l'entrepreneur, c'est lui qui... Voilà. Moi, j'avais un savoir-faire pour le coup, hein, le savoir de... ça a démarré peut-être avec le piratage, mais je savais comment finalement fonctionnait un serveur, je savais que c'était un nom de domaine, je savais comment tout ce truc-là fonctionnait. Et à côté, il y avait un marché. Du moment que tu as quelque chose à vendre et tu as un marché, des gens qui sont prêts à acheter ce que tu as envie de... There you go, your business. Et c'était ça. Et ça a démarré comme ça. D'accord, excellent. Donc, encore une fois, il n'y a pas de règle particulière ou de toi, tu vas devenir entrepreneur, toi, tu ne vas pas devenir entrepreneur. Moi, je ne sais pas, moi, à l'école, on m'avait dit, alors un prof d'arabe, il m'avait dit, Wallah la njahti. Ok? La l'am la fiyatek. Yallah. Alors ça, c'est bon, ça, c'est l'école marocaine. On est tous habitués à ce genre de Enfin, non, on ne devrait pas être habitué à ce genre de problème. Mais là, pour le coup, on l'est toujours. D'accord. C'est un autre débat. Disons que c'est un autre débat. Ça n'a pas trop changé depuis la dernière fois. Mais voilà, ça, c'était... J'étais au collège, j'avais 12 ans, 13 ans. Hein. Tu dis ça à un enfant de 12 ans, 13 ans. Ouais, ça peut le casser ou ça peut lui donner l'arme pour... Mais voilà, aux yeux justement de ce prof-là et peut-être probablement d'autres profs, j'étais justement ce loser, quoi. Ouais. Donc, finalement, qui pouvait rien faire de sa vie, etc. Mais finalement, comment tu peux juger un enfant, en fait? Un enfant, enfin, le cerveau d'un enfant, il fonctionne différemment de tout individu. J'ai toujours ce cerveau-là d'enfant, finalement, d'électron libre, je fais ce que je veux, toujours rebelle, toujours... mais ça ne fait que te caractériser comme personne. Ça te donne aussi je sais pas, une personnalité. Et voilà. Moi, j'encourage tout le monde à entreprendre. Après, maintenant, on peut être entrepreneur au sein d'une entreprise. C'est de l'intra-entreprendre. Voilà. Et les gens qui se donnent pas vraiment au maximum comme ils peuvent dans leur travail en tant que salarié, ils vont jamais pouvoir réussir même en tant qu'entrepreneur. Hamza, on voit dans ton discours un côté très humain, et puis surtout si on te lit. Enfin, j'ai pas encore eu l'occasion de lire ton livre, mais je te lis beaucoup sur LinkedIn, et aussi j'écoute pas mal de tes podcasts, et puis je vois ce côté porteur de cause, et puis un peu changemaker aussi, on va dire, parce que tu essaies d'expliquer aux entrepreneurs, mais tu veux aussi changer les choses. Est-ce que c'est ton apport citoyen? Est-ce que tu te sens responsable par rapport un peu à ça, à cette sphère? Alors, bon, faut dire que je fais quand même partie de cette première école IT web au Maroc, et voilà, donc tout au long de mon parcours, hein, donc que ce soit mes débuts, il y avait un certain nombre de challenges, il y avait un certain nombre de difficultés, etc. Et des fois, on arrive quand même à les surmonter. Tu as envie de
de partager. Moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Je ne fais finalement que raconter du vécu. Partager tes propres expériences. Et partager justement mes propres expériences, que ce soit, je sais pas, en story sur Instagram, mes posts. Ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment de posts sur LinkedIn, mais c'était un moment. Pendant Covid, c'était très agréable. Le post par semaine qu'il fallait mettre effectivement. En fait, quand on aime partager, en fait, on partage. Et ça fait du bien, en fait, le fait de donner, ça fait du bien. Je sais que les gens, ils trouvent ce que je dis intéressant, certains hein, en tout cas, pas tous. Mais voilà, le peu de gens que je peux impacter pour rester sur l'impact podcast, finalement, ça fait toujours chaud au cœur. Et c'est pas forcément la reconnaissance justement que j'ai souvent l'occasion de lire de la part de gens que je rencontre dans la rue, que des fois qui m'envoient juste des messages comme ça, out of the blue. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de partager. Tu sais, quand on donne, c'est une sorte de gratification aussi. Après, j'ai rien à cacher. Hein. Donc, quand je dis j'ai rien à cacher, c'est surtout quand tu partages quelque chose du savoir, ou là, je sais pas, je partage pas du savoir, mais quand tu partages une information, cette information, tu la gardes pour toi et tu la donnes aussi aux autres. Ouais. Elle peut être bénéfique, finalement, et vraiment, j'ai pas mal de gens que, voilà, juste comme ça en tête, qui se sont lancés justement dans l'entrepreneuriat ou qui ont pu surmonter telle ou telle difficulté grâce à quelque chose que j'ai dit dans le passé ou une information que j'avais partagée. Et ça fait toujours du bien de savoir que voilà, j'ai pu contribuer positivement à la vie ou plutôt voilà, de n'importe quelle façon positive, en tout cas, leur parcours. Voilà, donc, voilà, je pense que ça, c'est... et je pense que tout le monde devrait être vraiment dans cette posture-là de partage. Parce qu'on a tous envie que tout le monde puisse réussir, tout le monde puisse avoir ce qu'il veut finalement dans trouver sa vocation dans la vie, quoi. Ouais. Bah, Hamza, j'ai insisté pour te présenter avec ta générosité et ton sourire. Aujourd'hui, tu as été généreux et souriant. Et merci beaucoup pour tous les éléments que tu as partagés avec nous et avec nos auditeurs. Enfin, j'espère qu'ils vont passer un moment aussi agréable que le moi. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et puis, ce qui est sympa avec Hamza, c'est qu'il évolue. Et donc, à chaque fois, on a de nouvelles choses. Et à chaque fois, on a de nouvelles perceptions, de nouveaux projets. Et puis, hâte d'aller au rush, quoi. Inch'Allah. Samedi, c'est ça? Inch'Allah, ouais. OK. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Une très bonne répète. Répète. Comment ça va? Déchirement mon contrat.